Si la saison officielle des ouragans va de juin à novembre, c'est entre la mi-août et fin octobre que les risques sont les plus élevés. Mais à tout moment de la saison, un ouragan mortel peut frapper. Les spécialistes des ouragans, comme Christopher Weldon de l'Université du Wisconsin, étudient ces déchaînements afin de mieux les comprendre, pour mieux les prévoir. Si vous avez une tempête qui est à 36 heures et que vous n'avez pas donné l'alerte sur la côte parce qu'elle a l'air assez faible et ne semble pas s'intensifier, mais que par la suite, dans les 12 ou 24 heures, elle devient plus violente, il sera trop tard pour faire évacuer la plupart des habitants. « 2 septembre 1999. Les météorologistes observent le développement d'un système orageux au large de l'Afrique de l'Ouest, la région du monde où sont déjà nés 3 ouragans durant la saison 1999. À cette époque de l'année, les vents de la couche supérieure sont assez légers pour que la tempête puisse développer la partie haute de sa structure et s'organiser. Un ouragan se forme à partir de ce que l'on appelle une vague tropicale, une perturbation dans l'atmosphère qui produit des orages. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Les vents de la couche supérieure doivent être en place et demeurer assez faibles. Les températures de l'air et des eaux de surface de l'océan doivent être élevées, de sorte que la chaleur emmagasinée par l'océan alimente la tempête lors de son développement. On a rarement tout ça en même temps, ce qui explique pourquoi toutes les vagues tropicales ne donnent pas des tempêtes. À partir des images satellites, les prévisionnistes s'efforcent de déterminer l'évolution de la tempête et sa trajectoire. Ils comprennent que le phénomène ne fait que commencer. Nul ne sait à quel point la tempête sera violente. Il est important de comprendre que la prévision des ouragans n'est pas une science exacte. Nous avons fait des progrès depuis 10 ans, mais il y a toujours une bonne part d'incertitude. Nous déterminons une trajectoire possible sur la base de calculs de probabilité selon les données dont nous disposons. À 3200 km de Miami et des Bahamas, l'intensité du système orageux augmente, avec des vents atteignant les 80 km/h. La tempête a maintenant un nom. Ce qui n'était quelques jours plus tôt qu'une vague tropicale au large de l'Afrique est maintenant la tempête tropicale Floyd. Avec Floyd, les météorologistes observent une tempête puissante, devenir encore plus violente, plus étendue et mieux organisée. « 12 septembre. Tous ceux qui ont déjà connu un ouragan venu de l'Atlantique avec des vents de 175 km/h ont les yeux braqués sur Floyd. Non seulement il se renforce, mais il change de trajectoire. Les Bahamas, que l'on croyait épargnés la veille, sont à nouveau sur son chemin. C'est une situation très dangereuse et on ne doit pas prendre ça à la légère. Dans le cas de Floyd, les gens se souvenaient encore très bien d'Andrew en 1992. Ils ont donc pris les alertes très au sérieux. « 13 septembre. Les simulations informatiques et les données collectées dans l'ouragan lui-même poussent les scientifiques à conclure que Floyd est au moins aussi violent qu'Andrew et qu'il ne faiblit pas. Pour ce qui est des îles des Bahamas, on s'inquiétait non seulement des vents très forts, mais aussi de la marée de tempête. Et cela valait également pour les côtes américaines. Si Floyd avait touché la côte avec une force de classe 4, on aurait eu une énorme marée de tempête et de gros dégâts provoqués par le vent. On a donné l'alerte pour que les gens se mettent à l'abri à l'intérieur des terres. Et comme Floyd a tout le temps longé le bord de mer, on a fait évacuer toute la côte sud-est. Les météorologistes attendent de voir si Floyd vire au nord comme prévu. Même si les ordinateurs projettent qu'il se dirigera vers la Floride, personne ne peut dire avec certitude quand, ni même s'il touchera la région. Plus au nord, on s'inquiète aussi. L'alerte est donnée aux Bahamas et sur toute la côte est de la pointe de la Floride à la Nouvelle-Angleterre. « 14 septembre. L'ouragan Floyd se dirige droit sur les Bahamas. Il passe sur plusieurs îles, provoque d'importants dégâts et fait sa première victime.
Les météorologistes craignent que du fait de sa très grande taille, Floyd ne soit pas ralenti par d'autres systèmes climatiques. Il fait maintenant 800 km de large, avec des vents atteignant les 250 km/h. L'ouragan n'est plus qu'à 200 km de la Floride, mais au lieu de se diriger sur elle, il change de direction pour longer la côte. C'est maintenant la zone entre le centre de la Floride et le nord qui est menacée. Selon les spécialistes, il va frapper Charleston en Caroline du Sud la nuit suivante. Personne ne peut dire si Floyd va balayer le territoire ou rester au-dessus de l'océan. Plus de 2 millions d'habitants évacuent la côte, tandis que le chasseur de tempête, Jim Leonard, se précipite dans la direction opposée, là où il pense croiser la route de Floyd. Il doit être sûr que sa caméra filme Floyd dans toute sa violence. Les prévisionnistes savent que c'est une très forte tempête, et Jim Leonard est conscient que des vents très destructeurs vont sans doute souffler sur la région. Ça pouvait être la meilleure vidéo de ma vie, parce que des tempêtes aussi méchantes, c'est vraiment rare. Selon les derniers bulletins météo, l'œil de l'ouragan arrivera sur le littoral entre 22h et 2h du matin, quelque part entre Charleston et Myrtle Beach. Tous les habitants de la côte de la Caroline ont été alertés. Je crois que la principale leçon que nous avons apprise, nous, les scientifiques, mais aussi les météorologistes et les responsables des secours, c'est qu'un ouragan ne touche pas seulement le littoral. Dans le passé, les plus gros dégâts ont été causés par des inondations à l'intérieur des terres. Et parfois, quand l'ouragan perdure, s'il est bien organisé, ces inondations constituent l'impact le plus dramatique sur la vie des gens. Les ouragans inondent les régions de deux façons, soit par les marées de tempête qui déferlent en même temps que lui, soit par les pluies diluviennes qui peuvent durer des jours, avant, pendant et après son passage. Floyd déverse à l'intérieur des terres l'eau qu'il a emportée lors de son passage au-dessus de l'océan. « 16 septembre. Depuis des jours, on observe l'approche de Floyd et il s'abat finalement sur la côte. À l'aube, il touche officiellement la terre près de Cape Fear, en Caroline du Nord. Cette tempête a déjà mis sur les routes 3 millions de personnes. C'est la plus grande évacuation de l'histoire. Même ceux qui ont une expérience des ouragans redoutent franchement celui-ci. La veille, les vents ont diminué à 170 km/h. Ils sont encore violents, mais moins qu'au moment où ils ont balayé les Bahamas 2 jours plus tôt. Ceux qui ont déjà vécu des ouragans savent que ce n'est que le début. « 17 septembre. L'ouragan Floyd commence à se calmer, tandis qu'il remonte vers le nord et la Nouvelle-Écosse. Alors que Floyd provoque un vrai déluge sur toute la côte est, il est rétrogradé au rang de tempête tropicale. Il concerne maintenant 12 États et le district de Columbia. Les dégâts sont estimés à 6 milliards de dollars. Les destructions et les pertes humaines ont eu lieu principalement à l'intérieur des terres. La plupart des gens sont morts dans leur véhicule en tentant de s'enfuir.
Les habitants ont perdu plus que leur maison. Ils ont vu disparaître des lieux familiers et leur sentiment de sécurité. Les destructions et les inondations touchent plus de 2 millions d'habitants de l'Est de la Caroline du Nord. Outre les conséquences matérielles, Floyd a aussi un fort impact psychologique. Frédéric Tournage est le maire de Rocky Mount. On se sent vraiment mal. Je crois que j'ai réalisé ce qui se passait au bout d'1 ou 2 jours, quand j'ai pu évaluer la situation et les dégâts. La semaine suivante, il y a eu des jours où je ne voulais même pas sortir de chez moi, même pas de mon lit. Aider tous ces gens me semblait une tâche insurmontable. Partout, on avait besoin de moi. Les sauveteurs sont eux aussi épuisés nerveusement. Alors qu'ils sauvent des vies, ils s'inquiètent également pour leurs proches. On a peur pour soi, pour sa famille et pour son village. Mais on doit ignorer toute cette inquiétude et prendre sur soi pour faire son métier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est la catastrophe qui vous contrôle.